Merci Bernadette de la présentation. Merci également à l'association Temps des Cerises de m'avoir invité, à l'AFPS de Clermont. C'est toujours un plaisir de venir parler de son travail. Alors, en 2012 et en 2013, je me suis rendu en Israël, et je dis bien en Israël, après avoir été à 4 reprises en voyage au Proche-Orient, mais du côté palestinien. Donc je suis allé en Israël et, je dois l'avouer, j'y ai pris goût. Alors non pas que je me sois pris d'un espèce d'amour pour la politique israélienne, mais j'ai apprécié les moments passés en Israël, auprès d'étudiants israéliens, auprès de populations très diverses, auprès de gens que je connaissais peu, que je connaissais mal finalement, je connaissais mal les Israéliens. Et puis rapidement, disons que je suis revenu sur Terre par 2 biais. Le premier, c'était de me rendre compte que cette population avec qui je discutais, avec qui parfois même je m'amusais, cette population, elle avait soutenu l'été dernier, à hauteur de 93%, les bombardements sur Gaza. 93% des juifs israéliens ont soutenu l'attaque d'Israël sur Gaza. Comment également est-ce que ces jeunes avec qui je pouvais m'amuser, rigoler, etc., pouvaient-ils se transformer en véritables négationnistes, clairement, lorsque je m'amusais à leur montrer que la cafétéria, qu'on voit ici en photo, de l'université de Tel Aviv, là où on boit des cafés, etc., ça n'était autre que l'ancienne maison d'un chef de village palestinien qui a été expulsé en 1948. Donc lorsque je m'amusais à leur expliquer l'histoire de cette maison-là, non, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, tu te trompes. Bon. Donc disons que tout ça m'a rapidement amené à me demander, mais finalement, que pensent vraiment les Israéliens, les Juifs israéliens des Palestiniens? Et donc, pour essayer d'en savoir un peu plus, je me suis dit, autant pour prendre l'histoire, autant se demander comment est-ce que les Israéliens regardent leur histoire, leur propre histoire, qui est une histoire forcément de conflit, de tension. Et pour cela, je me suis dit, voilà, on va passer par 4 chemins, on va prendre le sujet le plus sensible. Forcément, si on prend un truc un peu consensuel, il n'y a pas d'intérêt. On va prendre un truc vraiment très sensible. Et donc j'ai pris 1948. Alors, rapidement, pourquoi 1948? Petit moment historique, disons. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote la partition de la Palestine en 2 États, un juif, un arabe. Une guerre s'engage, Israël remporte la guerre, et des centaines de milliers de Palestiniens, plus exactement les 3/4 des Palestiniens qui vivaient dans le territoire promis à l'État juif, donc promis à Israël, se retrouvent réfugiés. Au lendemain de la guerre, lorsque les Nations Unies expliquent à Israël que maintenant il serait quand même bon de laisser ces réfugiés revenir sur leur terre, Israël explique que non, puisque Israël n'y est pour rien, et que ces réfugiés sont partis d'eux-mêmes pour aller rejoindre les armées arabes afin de jeter les Juifs à la mer, et également parce qu'ils refusaient de vivre dans un État juif, avec les Juifs. Bon. Et bizarrement, cette version-là des faits, elle tient. Elle tient durant longtemps, en Occident également, c'est la version officielle. Et puis, en 1977, les archives israéliennes s'ouvrent, et des historiens israéliens ont commencé à éplucher tout ça. Ils avaient quand même des petits doutes avant sur leur histoire, bon, ils épluchent tout ça, et ils se rendent compte que cette histoire, elle est tout autre. Et qu'en réalité, on ne peut pas vraiment dire que les Palestiniens ont fui d'eux-mêmes, mais plutôt qu'ils ont été expulsés. Et les plus radicaux des historiens israéliens, disons les plus avancés, parlent même de nettoyage ethnique de la Palestine. Bon. Je vous épargne tout le débat historiographique qui a duré des années en Israël, qui serait trop long à faire. Si on prend par exemple les dernières études, puisque forcément d'année en année, des archives au fur et à mesure évidemment, donc il y a de nouvelles preuves, etc. Si on prend les dernières archives vraiment et les dernières publications, donc israéliennes et palestiniennes, c'est important, parce qu'il y a une espèce de travail en commun des historiens sur ce sujet-là, on arrive à ces chiffres-là. La Nakba, en chiffres, c'est 685 localités donc palestiniennes qui ont été dépeuplées partiellement ou totalement. C'est 70 cas de massacres sur des civils, je précise bien, relevés. C'est 78% de la Palestine originelle qui devient occupée par les troupes juives et donc qui forme Israël. C'est 805 000 réfugiés palestiniens, donc 805 000 personnes qui sont déplacées. Et parmi eux, il est vrai, il faut le préciser, 10% qui était en fait la classe aisée palestinienne, qui est partie avant les conflits, qui est partie donc d'elle-même. Maintenant, bon, à vous d'évaluer vos degrés de cynisme pour considérer comment est-ce qu'on part de soi-même quand il y a une guerre qui arrive, c'est quand même compliqué, bref. Et
ce conflit donc donne à Israël un butin de 300 000 hectares de terre, 73 000 habitations, 8 700 boutiques et 5 millions de livres. Des livres, des bouquins, pas des livres sterling, d'accord, je précise quand même. On m'a déjà fait une fois cette remarque, je ne comprenais pas, mais en fait non, c'est des livres, hein. C'est 5 millions de livres. Bon. Et du coup, 1948, il faut bien comprendre que pour les Palestiniens, c'est ça. C'est la désintégration de leur terre. C'est un exil. C'est la perte de leur société, c'est la perte vers un avenir dont on ne sait pas forcément de quoi il sera fait. C'est aussi la précipitation, c'est tout ça. A l'inverse, pour les Juifs israéliens, 1948, c'est pas ça du tout. 1948, au contraire, c'est leur heure de gloire. C'est ce moment où les Juifs israéliens parviennent à réaliser une utopie qui a été établie 50 ans plus tôt, disons, qui est celle de fonder un jour un État à majorité juive. Ils y parviennent en 1948, et donc pour eux, évidemment, considérer que 1948 c'est une heure sombre et c'est un moment de massacre, c'est impossible. Impossible. Au contraire, pour eux, c'est un moment où ils ont été bons, où ils ont été héroïques, où ils ont été courageux. Bon. Donc, moi, en petit chercheur français que je suis, une modeste personne, je me suis dit, ben voilà, si j'ai envie de comprendre comment pensent les Juifs israéliens, je vais m'amuser, enfin m'amuser, on se comprend, je vais aller en Israël, auprès des Juifs israéliens, je vais prendre la Nakba, je vais le secouer tout près d'eux, et ils vont tellement devenir architectes que je vais pouvoir comprendre en fait ce qui les empêche de réaliser leur responsabilité dans l'histoire du conflit. C'est ce que j'ai fait, vous allez le voir, et au final, je me suis rendu compte que quand on comprend le regard des Israéliens sur la Nakba, presque on peut comprendre finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est bon de dire, vous savez, souvent dans les conférences, n'oubliez pas, des deux côtés, il y a des gens qui veulent la paix. Oui, c'est vrai. Sauf que moi, je suis allé sur le terrain, et si les deux côtés veulent la paix, eh ben, c'est pas ce qu'on voit là-bas en tout cas. Donc bon, c'est quand même plus compliqué que ça veut dire. Bon. Alors, dans le livre, je fais démarrer cette histoire en 1799. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire, et puis mon éditeur m'en voudrait si je raconterais tout le livre maintenant, il n'y a pas d'intérêt, forcément. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer toute l'histoire en 1948, comme ça on reste dans nos clous au niveau chronologique, d'accord? Et puis pour ce qui s'est passé avant, je vous laisse le découvrir par vous-même. Finalement, quel regard est-ce que les Israéliens portent sur les Palestiniens au lendemain de la guerre de 48? Ben, c'est assez simple en fait. Pour les Israéliens, les Palestiniens n'existent pas. C'est-à-dire que considérer un être qui est un Palestinien, suivez-moi bien parce que c'est compliqué à comprendre, considérer un Palestinien, ça voudrait dire qu'une personne, donc un arabe forcément, a pu considérer à un moment que cette terre, la terre de Palestine, était la sienne. Et donc que dans son esprit, la terre où il vivait, c'est la sienne où il va fonder un État, où il va fonder une nation. Pour les Israéliens, non. L'arabe, le palestinien, c'est un nomade. Un arabe ne se différencie pas d'un autre. Donc finalement, qu'ils vivent ici, ou en Syrie, ou en Jordanie, ou en Irak, peu importe. Donc les Palestiniens n'existent pas. Quand on demande aux Israéliens où sont les Palestiniens, que répond Golda Meir, la première ministre israélienne? Mais les Palestiniens n'existent pas. Oui, il y a chez nous des Arabes, oui, des Arabes, des nomades. Ils n'ont pas de conscience de la terre où ils vivent. Ce que disaient les Français à l'époque de la colonisation algérienne, il n'y a pas d'Algériens. Il y a des Arabes, des espèces de nomades, voilà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Et globalement, ce paradigme-là, c'est-à-dire le fait de considérer que les Palestiniens n'existent pas, il va perdurer en Israël durant assez longtemps, et puis peu à peu, ça va se fissurer. Alors, évidemment, il y a plusieurs dates à prendre en compte, mais moi, c'est la plus symbolique, pour vous faire assez bref, pour vous donner un espèce d'échantillon. La date la plus impressionnante, en tout cas en termes de... Ça, c'est une carte, pour vous mémorer, parce qu'après vous ne la reverrez plus la carte. Bien mémorer les villes, etc. Je plaisante, c'est juste moi qui galère un peu avec mon PDF, mais ça, c'est pas... ça va s'arranger par la suite. Alors, la première date où ce schéma il se bouleverse, c'est 1982. 82, c'est quoi? C'est le massacre de Sabra Shatila. Donc, Israël, à l'époque, a envahi le Liban, puisque le Liban est en proie à une guerre civile. Et dans la nuit du 14 au 15 septembre 1982, dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra Shatila, dans la banlieue de Beyrouth,
où, je le rappelle, à ce moment-là, ne vivaient plus que des vieillards, des femmes et des enfants, puisque les combattants palestiniens, les jeunes, avaient quitté les camps de réfugiés sur des bateaux, etc., parce qu'il y avait un accord pour pas qu'Israël les arrête, etc. On fait court. Donc dans ces camps de réfugiés où il n'y a plus que des femmes, des enfants et des vieillards, les milices chrétiennes libanaises entrent dans les camps, dans cette nuit du 14 au 15 septembre, et tuent littéralement tout ce qui bouge. Le bilan aujourd'hui, il est aussi entre 800 et 2000 personnes, donc qui sont tuées. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la presse est présente. Les médias sont présents. Ça nous paraît aujourd'hui anodin, mais en fait non. Puisque les médias prennent des photos. Ils font des films de ce qui se passe. Et ces films et ces images, elles sont envoyées à l'étranger. Aux États-Unis, en France et en Israël. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est peut-être les milices chrétiennes libanaises qui ont fait le massacre, mais l'armée israélienne était bien là. Elle a encerclé le camp, et on apprend notamment qu'elle a envoyé des fusées éclairantes la nuit pour que les milices chrétiennes puissent se monter dans le camp. Alors, en Israël, ça provoque une espèce de choc, disons. Les Israéliens commencent à se dire, ben tiens, notre armée à nous, l'armée la plus morale du monde, elle aurait pu perpétrer un massacre. C'est pas possible, parce que notre armée ne fait que se défendre. Comment c'est possible? Si bien que le journal d'extrême gauche israélien de l'époque titre, donc le Matzpen, titre de manière humoristique, les Israéliens découvrent que leurs Indiens sont vivants. Et pourquoi? Parce que quand vous lisez la presse israélienne de l'époque, de 82, au moment du massacre, évidemment, il y a une espèce de scandale d'État, il faut savoir qui sont les responsables, mais la presse israélienne, naïvement ou officiellement, je ne sais pas, vous pouvez le savoir, mais se demande, mais qui sont ces réfugiés? C'est qui? Réfugiés de où? Réfugiés de quoi? Qui les a envoyés là? Ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas notamment pourquoi, parce que vous vous doutez bien que, et encore aujourd'hui, il y a assez peu de relations diplomatiques ou d'échanges entre le Liban, la Jordanie et Israël. D'accord? Donc ils découvrent ça, disons. Ils découvrent ça, et ce qui est intéressant, c'est que le 25 septembre, 400 000 Israéliens défilent à Tel Aviv contre ces horreurs. L'armée israélienne, alors, n'est plus vue forcément comme une armée de défense, disons, mais les Israéliens se demandent, en fait, notre armée pourrait peut-être aussi être une armée d'agresseurs. Bon. Aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît un petit peu superflu, mais non, à l'époque, c'est ce qui se passe en Israël. Bon. L'événement qui va encore plus bouleverser tout ça, il a lieu le 7 décembre 1987. Qu'est-ce qui se passe? Dans la bande de Gaza, vous avez un accident à circulation entre un véhicule israélien et un véhicule palestinien. 2 Palestiniens meurent dans l'accident, et lors des funérailles, disons, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il y a une révolte. Les jeunes Palestiniens sortent dans les rues, armés de pierres, et affrontent l'armée israélienne. Bon. Il y a 2 choses qui vont se mettre en place à ce moment-là. La première chose, c'est que cette révolte-là, même si elle commence en décembre 87, elle atteint, disons, son paroxysme en 88 et 89. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en Europe, de manière concomitante? Vous avez des mouvements de jeunes, dans l'ancien bloc soviétique, qui commencent à se soulever. En République tchèque, en Allemagne, en Hongrie, etc. Des mouvements assez massifs. Certes, les 2 mouvements ne sont pas pareils, hein. Je ne dis pas que c'est la même situation que les Palestiniens et les jeunes berlinois, non. Mais ce qui se passe, c'est que les médias, qui vont interviewer des jeunes Palestiniens, qui vont interviewer des jeunes berlinois, ben, les discours se ressemblent en fait. C'est-à-dire que les Palestiniens ne demandent pas la lune, ils demandent la liberté, le droit d'avoir une famille, le droit d'entreprendre, le droit d'être libre en fait. Et donc vous avez, de manière, disons, psychologique dans les médias, une vision d'une jeunesse qui se soulève. Et en Israël, ça provoque quoi? Ça provoque que beaucoup d'Israéliens commencent à se demander, mais en fait, peut-être que ces Arabes-là, on ne parle pas de Palestiniens encore, peut-être que ces Arabes-là qui vivent tout près de chez nous en fait, peut-être que ça pourrait être nos voisins. Peut-être même qu'ils pourraient avoir un État. Peut-être même qu'on pourrait vivre avec eux. Pourquoi pas? Et donc vous avez à ce moment-là un début de processus en Israël où des médias, des journalistes israéliens, ben, vont aller dans les territoires palestiniens, ils vont interviewer des maires M-A-I-R-E et M-E-R-E, d'accord? Des enfants, des jeunes, et en fait on découvre que ben, les Palestiniens, ils existent en fait. C'est-à-dire que les Arabes, ils sont capables en fait de considérer qu'ici c'est chez eux et ils voudraient bien aussi vivre comme eux. Et en plus, regardez sur les photos, ils ont même des drapeaux. Donc ils sont modernes quand même, ces Arabes. Bon. Ce
Ce qui se passe en Israël aussi, c'est que vous avez dans ce cas-là un espèce de mouvement qui se met en place au niveau de mouvements de gauche, de mouvements pacifistes, qui dit voilà, c'est bon, il faut qu'on arrête. Israël vit sur lui-même dans ce monde arabe, il faut qu'on s'ouvre à l'autre. Il faut qu'on fasse la paix. Ce qui se passe en même temps, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que les archives israéliennes ont été ouvertes en 77. D'accord ? La première publication de ces nouveaux historiens israéliens qui expliquent qu'en 48, en fait, l'histoire ne s'est pas passée comme on l'a dit, la première publication, elle arrive en 87. Bon, c'est le hasard, à mon avis, ils ne sont pas prévus le truc, mais la première publication, en tout cas, qui est celle de Benny Morris, elle est publiée en 1987. Et donc en Israël, vous avez en même temps que des historiens israéliens disent, en gros à leur peuple, bah regardez, notre histoire, elle n'est pas comme on l'a raconté. En 48, on est quand même responsable de l'expulsion de 800 000 personnes. En même temps, ces mêmes personnes qui ont été expulsées ou qui ont été victimes d'oppression se soulèvent et demandent la liberté. Bon. Sauf que dans ce contexte-là, le processus, il va mener à une date qu'on connaît tous, donc ça c'est d'autres images de la première intifada, il amène à un processus qui s'appelle l'accord d'Oslo. Je fais très bref. L'accord d'Oslo, disons. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en 1948, en Israël, on explique que le Palestin n'existe pas. Que la Palestine même n'existe pas. Que ce qu'on appelle Palestin, c'est qu'une bande de terroristes qui vit dans des camps de réfugiés. On s'en fiche des Arabes. En 1993, le Premier ministre israélien, ici à gauche, Yitzhak Rabin, serre la main aux représentants du peuple palestinien. Ce qui veut dire que je passe forcément sur les détails de l'accord d'Oslo, c'est pas ça qui m'intéresse ici, c'est vraiment le symbole. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en Israël, on a le sentiment de reconnaître l'autre et de considérer que d'accord, en fait, c'est pas des Arabes, c'est bien des Palestiniens, des gens qui vont peut-être avoir un État. Un exemple, le premier livre de sociologie qui traite de la société palestinienne en hébreu est publié en 92. Le premier livre. C'est le premier livre où on se demande en hébreu qu'est-ce que c'est que les Palestiniens, comme être, comme personne, comme organisation, qu'est-ce que c'est? En 92. Avant, on ne se demandait pas cette question. Ça s'en foutait en fait. Le problème, c'est que face à Oslo, vous avez des forces politiques qui se mettent en place. Ces deux forces, elles ne sont pas pareilles. Elles peuvent même susciter parmi vous, quand je vais les énoncer, quelques récalcitrances, mais il faut les préciser quand même. La première force, elle vient d'Israël. Et des Israéliens considèrent que non, il n'y a pas de raison de faire la paix avec les Palestiniens, il n'y a même pas de raison de leur donner un État, puisque ici c'est chez nous, c'est notre terre d'Israël, c'est la terre des Juifs, et donc il y a des personnalités politiques, comme un certain Benjamin Netanyahu, comme un certain Ariel Sharon, qui appellent leurs militants les plus farouches à, je cite, conquérir les collines de Cisjordanie. Donc les Palestiniens, de leur côté, qu'est-ce qu'ils voient? Ben, c'est simple, ils voient leurs représentants faire la paix, entre guillemets, avec Israël, faire des concessions qui sont énormes, on pourrait revenir après si vous voulez, mais des concessions que les Palestiniens ont fait lors d'Oslo, on n'imagine même pas, enfin, il faut vraiment lire les textes pour s'en rendre compte. Et les Palestiniens voient en fait qu'après ces concessions, qu'est-ce qu'on récolte? Encore plus de colonisation. En tout cas, une armée qui est toujours là. Et puis des accords qui sont passés, mais les textes ne s'appliquent pas. Et du côté palestinien, évidemment, il y a d'autres organisations qui, elles, considèrent que faire la paix avec Israël, ça n'est pas une menace forcément pour nous, mais c'est reculer face à notre enjeu, qui est celle de reconquérir la terre des réfugiés, qui est celle de refuser la partition de la terre de Palestine. Et ces mouvements, bon, aujourd'hui on pourrait dire que c'était globalement le Hamas, mais aussi l'extrême gauche palestinienne, la FPLP aussi, était dans cette position-là, de refus d'accord d'Oslo. Et bien dans ces mouvements-là, certains vont employer ce que j'appelle moi une arme politique. C'est là un petit peu le moment, attention. Une arme politique qui est l'attentat kamikaze. Alors, je ne suis pas non plus cinglé, hein, cette photo n'est pas un vrai kamikaze, c'est l'extrait d'un film qui s'appelle Paradise Now, que je vous conseille tous de voir si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un jeune palestinien qui s'engage en tant que kamikaze. C'est un film palestinien hein, qui a été fait sur ça. Passionnant, bref. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un attentat kamikaze? C'est ça qu'il faut comprendre. Pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, en tout cas les mouvements palestiniens qui optent pour cette arme politique-là, l'attentat, c'est provoquer chez les Israéliens le même sentiment d'insécurité qu'on ressent en Palestine. C'est dire aux Israéliens, c'est simple, tant qu'on n'a pas la paix à 100% et la liberté,
vous allez souffrir. Peut-être que vous avez vos avions, vos tanks, etc. Nous, on est capable de faire autant de dégâts que vous. C'est ça l'attentat kamikaze. Et il faut comprendre que c'est une arme politique. Ces jeunes-là ne se lèvent pas un matin avec une ceinture autour du cou. Non, non, c'est une arme politique, c'est prévu, c'est organisé. Aujourd'hui, c'est terminé pour aussi des raisons qu'on pourra revenir, évidemment. Et donc, il faut comprendre que ces deux mouvements-là, que j'ai le premier avec Netanyahu, etc., le deuxième avec les attentats, quand on les met ensemble, ça provoque deux choses. Ça provoque d'abord en Israël une véritable radicalisation. Pourquoi? Parce que l'opinion publique israélienne, en fait, considère que, ben voilà, on est prêt à tenir le coup, hein, on est prêt à continuer à soutenir Rabin pour qu'il y ait la paix. Mais là, les Palestiniens, ils exagèrent quand même. C'est un peu ce qu'on vient d'Israël. Alors, je me souviens avoir dit ça dans une conférence, et quelqu'un a rigolé en disant non, mais n'importe quoi, etc. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais est-ce que le 12 septembre 2001, beaucoup d'Américains se sont dit bon, attendez là, il s'est passé un truc vraiment particulier, nous on se pose 2 minutes pour réfléchir. On part pas en guerre tout de suite quand même. Non. Non. Très peu. Ce qui veut dire que la presse, les politiques ont utilisé l'attentat kamikaze en Israël pour augmenter la peur. Et pour dire aux Israéliens, regardez ce qu'ils nous font. Imaginez comment ça va être quand ils auront un État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce schéma-là, le 28 septembre 2000, il y a un monsieur qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelle Ariel Sharon, qui est à l'époque en pleine campagne présidentielle, qui sait très bien, présidentielle, pour être Premier ministre, excusez-moi, qui sait très bien qu'il y a une tension énorme entre les deux camps, que les accords d'Oslo n'ont pas été appliqués. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il débarque avec 50 gardes armés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une espèce de provocation pour les Palestiniens, qui évidemment, dans la foulée, considère que c'en est trop, et décide d'engager la seconde intifada, le second soulèvement. Particularité, c'est que cette intifada-là, ce combat-là, cette révolte-là palestinienne, c'est plus vraiment l'idée d'une révolte des pierres contre les fusils. Beaucoup de Palestiniens se disent c'est fini. On a essayé la voie pacifique, on a essayé la voie, disons, du symbole, ça ne sert à rien. Et cette intifada-là, elle est clairement militarisée. C'est-à-dire que beaucoup d'organisations palestiniennes, même celles qu'aujourd'hui on accepte comme étant une espèce d'interlocuteur palestinien, non. À l'époque, en 2000, beaucoup disent non, c'est bon, on donne des fusils à ceux qui veulent combattre. Et on va combattre, clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en face, Israël, évidemment, utilise cette militarisation pour réprimer encore plus violemment. Si bien que, en un mois, 200 Palestiniens sont tués, dont un tiers à moins de 17 ans. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la même foulée, les mouvements, disons, les plus radicaux palestiniens en termes politiques, décident de dire, bah, regardez ce qu'Israël fait, il faut qu'on accélère ce que j'ai appelé l'arme politique, c'est-à-dire l'attentat kamikaze, et entre 2001 et 2003, 377 Israéliens sont tués dans des attentats sur le sol israélien. Je précise bien, sur le sol israélien. Ce n'est pas des colons en Cisjordanie ou quoi, c'est vraiment en Israël, à Tel Aviv, à Haïfa, etc. Indéniablement, à ce moment-là, il faut comprendre qu'on a un changement radical en Israël, clairement. Si bien que tout ce mouvement qu'on a vu avant, de bloc de la paix, d'Israéliens qui sont prêts à dire « Ok, d'accord, on est prêt à vivre avec l'autre », il est fini. C'est terminé. En Israël, c'est terminé. Ceux qui continuent à prôner ça, souvent, se font frapper, ou alors ils sont mis en marge de la société. Les quelques universitaires qui tiennent le coup, certains partent. Je pense notamment à Ilan Pappé. Ilan Pappé qui est un de ces historiens israéliens qui a revu dans son pays. En 2007, il se dégage. Il part d'Israël. Et quand on lui demande pourquoi vous partez, il le dit, parce que c'est invivable. Israël ne va pas m'emprisonner parce que ça reste quand même un espace démocratique, disons, comme ça, Israël, mais je ne peux plus vivre ici, pas possible, il y a trop de tensions. Il dit lui-même que, avec la seconde intifada, en Israël, on a un refermement d'esprit. Disons que l'esprit s'est un petit peu ouvert en Israël dans les années 90, et là il se referme, clairement. Et le symbole que je peux donner pour essayer d'un peu de donner un espèce de lien avec la Nakba, parce que c'est quand même ça le sujet d'ici, c'est que, en 2000, et 2001, vous avez un mouvement israélien qui avait soutenu les accords d'Oslo, qui s'appelle La paix maintenant. Il existe aussi en France. La paix maintenant, dans les années 90, a soutenu Oslo. Il a aussi soutenu cette espèce de refonte de l'histoire israélienne. En 2001, les mêmes leaders de la paix maintenant, en Israël, publient des tribunes
et en France, notamment dans le journal Le Monde, une tribune, où ils expliquent que croire aux nouveaux historiens israéliens, c'est comme croire les négationnistes français. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, vous avez une volonté de dire que non, c'est bon, quoi. Les Palestiniens nous attaquent, alors on referme l'espace d'ouverture, on serre les rangs, c'est la guerre, et le premier qui sort des rangs, on le tue. Enfin, on tue idéologiquement, d'accord, il n'y a pas eu de meurtre idéologique, excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à ce moment-là, les journalistes israéliens, par exemple, qui allaient avant dans les villages palestiniens, c'est fini. Chaque journaliste israélien devient une espèce d'émissaire de l'armée israélienne. Tous. Dans le livre, je donne plusieurs faits assez marquants. Par exemple, vous avez, je donne cet exemple-là, c'est pas prévu dans mes notes, mais parce que c'est intéressant de le préciser. Vous avez cette espèce de représentant de l'OLP qui est depuis Ramallah en duplex et qui est interviewé par une grande chaîne israélienne. Le journaliste lui dit, donc en 2001-2002, durant l'intifada, le journaliste lui dit pourquoi vous nous attaquez. Alors lui, le mec de l'OLP, qui était Saïd Erakat, un des négociateurs palestiniens. Il dit de manière très solennelle, non mais on ne vous attaque pas, c'est un mouvement de révolte, etc. Et le journaliste lui dit mais pourquoi vous nous attaquez? Pourquoi vous voulez la guerre à tout prix? Et le journaliste il reste vraiment mais très serein, le Palestinien reste très serein, etc. Et au bout de 2 minutes, le journaliste israélien lui dit en tout cas, si vous voulez la paix, si vous voulez la guerre, vous allez la trouver. Et donc Saïd Erakat lui répond du bout de son micro de Ramallah, non mais nous ce qu'on veut c'est la paix et la liberté. Et le journaliste a dit on a bien entendu, vous la trouverez, la guerre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de sentiment à ce moment-là en Israël qui est, je ne vais pas dire de schizophrénie, mais en tout cas de l'état de tension. Vraiment. On se sent en guerre. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce processus-là qui a commencé en 2000, aujourd'hui, il n'a pas beaucoup évolué. Vous allez voir aussi pourquoi. Donc, là-dedans, quand on a fait un petit peu cette espèce de vision politique des choses et vision historique des choses, on peut maintenant un petit peu comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, les Palestiniens ne sont pas si bien reconnus en Israël, et en tout cas ça peine toujours autant. Mais bon, vous n'êtes peut-être pas encore convaincus, excusez-moi. Alors, dans mon étude, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui pouvait fonder la manière de penser d'un juif israélien, en tout cas des juifs israéliens, parce que je n'aime pas faire des sensibilisations, c'est pas tous les mêmes. Il y a des cultes de différentes origines, etc. Bon. C'est ce que j'ai appelé les sources du refoulement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, alors là où je vous parle, qu'en Israël, ça ne bouge pas. Et que les juifs israéliens continuent à être si méfiants vers cette histoire et si récalcitrants à tendre la main aux Palestiniens. Disons-le clairement. Il y a 3 points, ce que j'appelle les 3 piliers. Le premier point, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que le sionisme. Si on ne comprend pas ce que c'est que le sionisme, on n'arrive pas à comprendre en fait le conflit. On n'arrive pas non plus à comprendre aujourd'hui l'idéologie israélienne, c'est impossible. Pour faire très simple, et pour que ce soit un petit peu, qu'on se comprenne bien, le sionisme, de manière politique, il est né à la fin du XIXe siècle, dans une Europe qui est à l'époque en plein boom colonial. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en Europe, le colonialisme n'est pas une idée négative. Au contraire, c'est quelque chose qui est prôné par les républicains, par la droite, etc. C'est quelque chose de positif, globalement. On considère que le fait d'aller dans une terre, notamment en Orient, amener la liberté, le modernisme, etc., c'est bien. C'est plutôt positif. Donc, lorsque le sionisme naît, l'idée de se dire qu'on va aller coloniser une terre, à l'époque, c'est pas négatif du tout. Sauf que le mouvement sioniste, il ne choisit pas n'importe quelle terre. Rapidement, son choix s'oriente vers la terre de Palestine. Et cette terre de Palestine, la Terre Sainte donc, elle est considérée, notamment en Grande-Bretagne, mais aussi en France, elle est considérée comme une espèce de terre qui a été mise sous le joug des musulmans, qui a donc forcément été renvoyée à l'époque d'Antiquité, parce que les musulmans sont capables de faire que ça, ils ne sont pas capables d'être modernes. Et donc, il y a une idée qu'il serait quand même bon d'envoyer quelques Européens là-bas, quelques Occidentaux, sur cette terre sainte, afin de reconquérir ça aux musulmans, parce que finalement, la terre de Palestine, elle appartient à l'Occident, et pas à ceux qui y vivent. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des émissaires
sionistes qui partent en Palestine pour faire un espèce de repère. Ils vont essayer de prendre des repères là-bas, faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est cette terre? Et le plus marquant, c'est que les premiers émissaires, lorsqu'ils reviennent en Europe, ils disent mais attention, parce que la terre de Palestine, comme vous la considérez vous, elle n'existe pas en fait. Moi j'y suis allé et c'est pas ça du tout. La terre de Palestine, c'est pas une terre qui est laissée en friche par les musulmans ou par des arabes, non, au contraire. La terre de Palestine de l'époque, je vous rappelle, c'est par exemple le port de Jaffa, qui est en pleine modernisation, qui est un lieu principal d'exportation de nombreuses cultures, notamment la culture de l'orange. C'est aussi le fameux cinéma de Jaffa. C'est à Jérusalem une dizaine de journaux de presse. C'est une vingtaine de journaux à Jaffa. C'est vraiment une terre qui est en pleine modernisation, clairement. C'est par exemple le marché d'Hébron, qui est à l'époque un vrai centre caravanier, d'où on vient de plusieurs pays pour échanger, etc. Ça, c'est la Palestine de l'époque, qu'on considère qu'il faut aller coloniser, parce qu'elle est laissée comme autant d'antiquité. Là-dedans, donc, le mouvement sioniste se développe, et ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, c'est un mouvement colonial, mais c'est un mouvement colonial qui a comme idée l'émancipation. On va être comme ça, mais oui, l'émancipation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que pour les sionistes, l'idée principale, c'est que les juifs, dans tous les cas, ne peuvent pas vivre avec d'autres peuples. Impossible. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, ils seront renvoyés à leur état de judéité. Alors, l'antisémitisme les renverra à leur judéité. Donc même si maintenant, en tant que juif, tu essaies, toi, par exemple, de t'intégrer en France ou n'importe où, tu seras un jour ou l'autre renvoyé à tes origines. Donc la seule solution pour les sionistes, c'est quoi? C'est que les juifs vivent dans un même état. Un état à majorité juive. C'est le seul moyen pour eux de s'extirper de ça. Et donc, quand on lit les premiers livres, en tout cas sionistes, c'est ce qu'on ressent. Cette idée de dire que, de tous les cas, les peuples sont condamnés à être antisémites, quoi qu'il arrive. Donc, ce qu'il faut, c'est, pour s'émanciper, il faut qu'on vive entre nous. Et dans ce schéma-là, donc, la Palestine est considérée comme la terre où se fera cette espèce de régénération des Juifs, ce qu'il faut comprendre. Et donc, là-dedans, l'oriental, l'arabe, qui vit en Palestine, nécessairement, même si lui aussi il souhaite s'intégrer à ces fameux mœurs occidentales, on s'en fiche. Il n'y a pas lieu d'être. Ça reste un arabe. Ce qu'il faut comprendre là-dedans également, c'est que la terre de Palestine, c'est pas n'importe quelle terre pour ces sionistes-là. Non, la terre de Palestine, c'est la terre originelle des Juifs. Ils considèrent que finalement, ça serait une espèce de retour à leurs origines ancestrales, qui était le royaume juif d'il y a 2000 ans. Dans l'idée du sionisme, par exemple, quand on lit les textes sionistes, on se rend compte que, après 2000 ans d'errance, finalement, les Juifs vont retrouver leur histoire d'antan, leur gloire d'antan, en étant ensemble sur cette terre de Palestine. C'est l'idée qu'on a là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les sionistes disent que la terre de Palestine est vide. Attention, elle n'est pas vide d'habitants. Elle est considérée comme vide de propriétaires légitimes. Quand on prend par exemple la fameuse phrase, vous savez, on connaît tous cette phrase, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. En fait, cette phrase, elle a été modifiée. À l'origine, le slogan du mouvement sioniste, c'est un peuple sans terre qui revient à une terre sans peuple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette population juive, elle considère qu'elle revient sur cette terre, donc sur sa terre. Le fait que la terre soit vide ou habitée, ça n'a pas d'importance. On s'en fout, puisque c'est notre terre à nous. Et en plus, vu qu'il a l'esprit colonial qu'il a aussi, l'arabe qui habite ou l'oriental qui habite, c'est pas sa terre. On va le bousculer un petit peu, il va aller vivre ailleurs, et puis c'est pareil pour lui. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, l'école française coloniale qui est à Alger considère que l'indigène algérien n'a pas de lien avec sa terre. On peut lui prendre sa terre, on peut le déplacer de 1, 10, 20 km, c'est pareil pour lui, on donne une autre terre et puis il cultivera. Il n'a pas d'attachement à la terre, il est incapable. C'est un bédouin. Il est fait pour être en voyage en permanence. Et si les Arabes vivent en Palestine de manière sédentaire, il suffit de les pousser un petit peu et puis ils vont continuer à se déplacer. Ce que je dis là, je n'exagère pas, ça a été vraiment écrit à un moment de l'histoire après. Donc,
Vous avez un mouvement sioniste qui va donc débarquer en Palestine, les premiers colons. Et ce qui est intéressant, et ça vraiment j'attire votre attention là-dessus, ce qui est intéressant c'est que lorsque ces mouvements sionistes vont débarquer en Palestine, nécessairement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils vont essayer de rechercher leur esprit d'antan. Où sont ces femmes juives qui ont dû demeurer en Palestine tout le temps? Il devait y en avoir quelques-uns. Alors ils vont à Jérusalem, ils voient quelques rabbins qui sont là, qui vivent de manière assez miséreuse, ce qui est vrai à l'époque. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils vont aller voir le Palestinien. Et ils vont se dire, mais en fait peut-être que ce Palestinien, regarde-le là, il a des théâtres, il a des journaux. Peut-être qu'en fait lui, il a tout pris de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le juif. Et donc peut-être que le Palestinien, c'est l'héritier officiel du royaume juif. Si bien que les premiers colons juifs israéliens, les premiers colons sionistes qui débarquent là, quand on regarde les photos dans les musées israéliens, ils portent des kéfis. Ils portent des turbans autour de la tête. Et ils considèrent que c'est ça, en fait, être un vrai juif de Palestine. C'est ça. Rapidement, évidemment, les autres mouvements coloniaux qui vont arriver derrière, les autres immigrations sionistes, vont rapidement considérer que non, il faut arrêter là tout de suite le délire, c'est pas ça. C'est autre chose. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, et pour en revenir à la question d'Anakba, c'est fondamental, c'est que quel est l'enjeu pour les Israéliens de refuser catégoriquement toute responsabilité dans les massacres qui ont été faits en 1948 et dans la tragédie palestinienne? C'est simple. C'est que si demain, imaginez qu'Israël arrive à l'ONU, ils disent écoutez, c'est simple, on l'avoue, en 1948, on a viré 800 000 personnes, c'était un massacre total, on est désolé, on est prêt à tout faire pour s'excuser, pour qu'il y ait la paix. C'est la fin du rêve sioniste. C'est la fin. Parce que dès lors, les nations du monde vont dire à Israël, dans ce cas-là, donner leur autorisation de revenir sur leur terre, pour commencer. C'est ce qu'ils veulent. Laisse-les revenir sur leur terre. Et là, on est face à la fin de l'idée sioniste d'avoir un État à majorité juive. C'est fini. Et également, Israël a tout intérêt à continuer à dire qu'on n'a rien fait. Ils ont intérêt aussi parce que ça marche, diplomatiquement. On n'a rien fait. On n'a rien fait et que ces réfugiés comprennent bien qu'ils ne reviendront jamais sur leur terre. Clairement. Le deuxième point, là-dedans, de ces sources du refoulement, c'est ce que j'appelle la formation du soldat citoyen. Puisque l'une des forces, en fait, du mouvement sioniste en Palestine, c'était de fonder, dès leur arrivée, des écoles. Tout de suite. Pour les jeunes générations. Aujourd'hui, quand on s'amuse en Israël à prendre les manuels scolaires israéliens, on se rend compte de choses assez étonnantes. Par exemple, les Palestiniens ne sont jamais photographiés. Ils sont souvent dessinés. Et quand il y a des photos, c'est souvent des photos qui sont mises de dos, ou alors des kamikazes. Il n'y a jamais de docteurs, d'ingénieurs, d'étudiants, enfin de personnes, disons, lambda. Par exemple, ici, vous avez une image qui représente une pyramide des âges dans un chapitre de lycée. Donc ça, c'est un manuel de 2011, hein. Ça date pas d'il y a 50 ans. Une pyramide des âges. Donc au-dessus, vous avez en haut à gauche le monsieur juif israélien, en haut à droite la madame juive israélienne, et en dessous les Palestiniens. Comment ils sont présentés? La dame en bas à droite, elle est assise par terre en train de faire à manger, et le monsieur en bas à gauche, il tient un chameau et il est habillé comme à l'époque ottomane, quoi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous avez ça. Le chapitre sur la société arabe en géographie au lycée en Israël, elle s'appelle une société traditionnelle. Voilà une des images qui illustre. Voilà comment on représente en gros les Arabes. Alors vous pouvez me dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu me dis là, Thomas, parce qu'ils vivent ensemble, ils sont côte à côte, ils voient bien que c'est pas ça qui ressemble. Ah mais non en fait. Puisque le système scolaire israélien, c'est un système basé sur la ségrégation. C'est-à-dire que de la primaire jusqu'à l'université, on ne se côtoie pas. Il y a des écoles juives, des écoles arabes. Les écoles juives, il y en a de trois types. Les écoles qu'on dit juives laïques. Enfin, je vous invite à réfléchir sur la liste d'une école où il n'y a que des enfants juifs qui se considèrent comme tels en plus. Des écoles dites publiques religieuses et des écoles dites orthodoxes, qui là du coup n'ont pas forcément le lien avec l'État, etc. Dans ce schéma-là, il ne faut pas s'étonner si en 2007, ça a fait un scandale en Israël en 2007, lorsque le journal Haaretz, qui est un petit peu l'équivalent du Monde français, disons, révèle un sondage et montre que 50% des adolescents juifs considèrent qu'avoir des amis arabes, c'est un acte de trahison.
60% des adolescents juifs en 2007 considèrent que avoir un enfant juif qui sort avec un arabe, ou l'inversement pour une fille, bref, c'est un acte de trahison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système scolaire israélien, il est fait pour ça, pour qu'ils ne se côtoient pas, clairement. Alors certes, ils peuvent se croiser. Ceux qui habitent à Tel Aviv, ils croisent des arabes, évidemment. Et à Haïfa, on n'en parle pas. Mais ils ne se parlent pas. Il y a une méfiance de base. On ne se parle pas. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'à 18 ans, l'enfant juif israélien, il doit aller faire son service militaire. Il doit aller à l'armée. Est-ce que vous pouvez penser, vous, que Israël a un intérêt que l'enfant, à 18 ans, quand il part faire son service militaire et qu'il part occuper un peuple, une terre, il doit avoir une espèce d'empathie? Ben non, pas du tout. Il doit être prêt à combattre. Il doit être prêt à prendre des armes et à aller combattre, au cas où, en tout cas. Et surtout parce qu'il ne veut pas qu'il refuse. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait en Israël lorsque des jeunes à 17 ans disent « nous, on refuse ». Le service militaire, on le refuse, on ne veut pas le faire. Bon, d'abord, on lui propose plein de choses différentes pour qu'il accepte. On lui propose de faire son service dans un hôpital, une association. Bon. Et parfois, il y a des jeunes qui sont militants et qui refusent jusqu'au bout. Non, on refuse le système israélien, on ne veut pas faire le service militaire. Qu'est-ce qu'on fait? Asile psychiatrique. On l'interne. 1 mois, 2 mois. Comme ça, qu'est-ce qu'on dit à la presse? Écoutez, ce jeune, il est fou. Il a un problème. Alors, des fois, même, on invente des histoires. On a vu ça parfois. Il a été battu par sa famille, il a été rejeté, etc. Pour qu'on ne l'écoute pas. Pour éviter que le système israélien se fissure. Il ne faut pas qu'on l'écoute. Vraiment. Là-dedans, la Nakba, qu'est-ce que ça joue? Évidemment, la Nakba, là-dedans, ça jouerait un effet, une bombe. Pourquoi? Parce que le système israélien, il est fait en sorte d'abord qu'on ne se côtoie pas, mais surtout d'expliquer aux jeunes qu'il faut prendre les armes pour les défendre. Pourquoi? Parce que le monde arabe veut nous détruire. Ils veulent tous notre mort. La preuve, regardez, en 1948, on a dû se battre pour notre État, parce que sinon tout le monde voulait notre mort. On était des petits êtres infimes, etc. Mais notre courage a fait qu'on a gagné la guerre. Ce qui n'est historiquement pas forcément faux, c'est pas ce que je dis. Mais que dans les propos par rapport à la Nakba, c'est pas non plus vrai. Là-dedans, donc, vous avez un élément qui est aussi intéressant. En 92, Yeshayahu Leibovitz, c'est dur à dire, Yeshayahu Leibovitz, pardon, qui est l'un des plus grands scientifiques israéliens, qui est mort en 93, 2 ans ou la veille de sa mort, il fait une interview. Alors bon, il est connu en Israël comme étant une espèce d'opposant à l'occupation, hein. C'est pas quelqu'un qui fait consensus non plus, mais il donne une interview, et on sent vraiment qu'il est, comment dire, il est au seuil de sa mort, on voit qu'il est vraiment malade, il est fatigué, et donc on sent qu'il veut se lâcher, vraiment. On sent qu'il est prêt à tout dire, qu'il en a marre du pays, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les directeurs d'école se demandent si leurs élèves seront de bons soldats et pas s'ils seront des gens honnêtes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde au vu de la situation, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en 2012, 2 directeurs d'école de lycée en Israël ont été intentés, enfin, ont eu des procès, pardon, excusez-moi, par le ministère pour pacifisme, pour diffusion de paroles pacifistes. Pourquoi? Parce que le pacifisme remet en cause l'armée israélienne. En 2012. Parce que récemment, en 2013, un professeur qui s'appelait Adam Verret, professeur d'histoire-géographie, a été accusé par ses élèves de propagande antisioniste. Parce qu'il expliquait qu'Israël n'avait pas le droit d'occuper la terre de Palestine. Le troisième élément qu'il faut comprendre, c'est que en Israël, 2 personnes sur 3, entre 1 personne sur 3 et 2 personnes sur 3, pardon, a des liens avec l'Holocauste, avec la Shoah. Donc c'est un élément historique, indéniable, évidemment. Un juif israélien sur 3 a des liens de par ses parents, de par sa famille, avec l'Holocauste. Le problème étant que Israël, l'État d'Israël en tout cas, instrumentalise cette mémoire. C'est le 3e axe du refoulement. Pourquoi? D'abord, une citation. Avraham Burg, qui est l'ancien président de la Knesset israélienne, qui est aussi l'ancien président de l'Organisation sioniste mondiale, donc qui n'est pas non plus un espèce de militant chevronné de l'antisionisme, hein, pas du tout. Avraham Burg, lorsqu'on lui demande quelle est la place de la Shoah en Israël, de manière idéologique,
pas historique, c'est pas ça le débat, de manière idéologique, il dit, c'est simple, face à la Shoah, tout est insignifiant, néant, et donc tout est permis. Barrage, encerclement, siège, tuerie, tout est possible puisque nous avons survécu à la Shoah. Et donc surtout, que personne ne va nous faire la morale. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que dans ce schéma-là éducatif, dans ce schéma-là mémoriel, idéologique, le juif est considéré en permanence en Israël comme une victime de l'histoire, permanente, tout le temps. Si bien que enseigner la Nakba dans ce schéma-là, ça viendrait à dire que, attention, il y a un moment de l'histoire où une population juive a été aussi criminelle. Ils ont été aussi bourreaux d'un autre peuple. Ça, c'est impossible, c'est impensable. Et c'est impensable également parce que l'État se fonde sur cette mémoire-là. Par exemple, deux éléments. Le 2 mai 1989, Arafat, pour la première fois, est reçu à l'Élysée en France. Donc les journaux vont voir évidemment l'ambassadeur d'Israël en France. Vous en pensez quoi? Il ne parle pas de politique. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai l'impression de revoir Daladier aller signer l'accord de Munich contre Hitler. Récemment, lorsque Obama a signé des accords avec l'Iran, Netanyahu, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne parle pas de politique du tout. Pas du tout. Il dit, on a donné à l'Iran les armes pour faire une nouvelle Shoah. Le problème là-dedans, et c'est ce que je précise bien, c'est qu'en Israël, la Shoah est devenue un événement extra-historique. C'est-à-dire que ça n'est plus un élément qui structure le monde par rapport au racisme, etc. C'est plus une leçon éducative. Non, pas du tout. C'est un espèce d'événement qui symbolise bien que le sionisme, ils ont raison, les sionistes. Puisque les peuples, quoi qu'il arrive un jour, vont tous nous exterminer. Donc, la Shoah sert en fait à continuer à ignorer la population. Clairement. C'est devenu quelque chose qui peut se répéter à tout moment de l'histoire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe en Israël? Trois éléments. Trois éléments parce que je veux vous expliquer que Israël est un pays qui est en mutation, clairement. C'est un pays qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer sur plusieurs points. Alors certes, un peu l'impression comme ça, vu d'ici, mais c'est un pays qui est en mutation. D'abord, 3 points pour comprendre Israël aujourd'hui. Le premier point, il faut comprendre que lors des dernières élections, donc cette année-là, 9% des Israéliens considéraient que faire la paix avec les Palestiniens devait être la priorité. Donc déjà pour commencer, clairement, actuellement en Israël, quand vous allez leur parler des Palestiniens, c'est quasiment pas leur priorité. Voire même ils s'en fichent. Pourquoi? Parce que de 2000, donc de la seconde intifada à aujourd'hui, vous avez en Israël un véritable processus de refermement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, les politiciens de toute façon, ils n'arrivent même pas à faire la paix entre eux, alors c'est pas nous, petits Israéliens, qui allons changer les choses. Individuellement, ils se disent ça. Hein. Ils ne disent pas ça collectivement, ensemble sur une place. Non, mais individuellement, ils disent ça. Donc, si c'est possible de mettre le Palestinien derrière un mur fictif d'ailleurs ou réel, ça nous arrange. Comme ça, on ne le voit plus, on n'en parle plus, et donc on n'aime pas nous bassiner avec ça. Clairement. Dans ce schéma-là, il y a un poids de plus en plus important des colons israéliens. Ça, c'est un fait. Ils sont peut-être que 500 000, mais il y a un poids de plus en plus important. Pourquoi? Parce que, finalement, ces colons-là, ils donnent à penser à Israël que l'enjeu du pays, à présent, c'est de défendre Israël dans cette totalité. Israël et Cisjordanie. On est un même peuple, on est unis. Aujourd'hui, par exemple, on estime qu'un Israélien sur 2 a de la famille dans une colonie. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec lui, je ne sais pas, mais 1 sur 2. C'est que c'est un état de fait, en fait, presque. Si bien que, et ça c'est intéressant à voir, les fameux travaillistes israéliens, les travaillistes israéliens, c'est-à-dire l'espèce de PS israélien, disons. Attention, PS israélien en termes de politique, hein. D'accord? Je ne sais pas que c'est les mêmes idéologiquement. Enfin, on va avoir le PS de Clermont sur mon dos, c'est pas ça du tout. Bon. Les travaillistes israéliens, lors de ces élections-là, ils ne s'appelaient pas travaillistes. Ils se sont appelés le bloc sioniste. Pour bien dire aux Israéliens, regardez, et aussi parce qu'ils veulent gagner les élections, n'oubliez pas, nous on est sionistes. Hein. Parce que quelle est l'accusation première de Netanyahou contre eux? Vous n'êtes pas sionistes. Vous êtes prêts à faire la paix avec les Palestiniens. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appelés le bloc sioniste. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que originellement, Israël s'est fondé dans un esprit collectif. C'est-à-dire que, à la base, l'idée d'Israël, c'est l'idée du kibbutz, l'idée du socialisme, l'idée de dire on va vivre ensemble, collectivement. Aujourd'hui,
vous avez une véritable dislocation du pays, à cause notamment du néolibéralisme, du capitalisme, et de l'individualisme. Vraiment, ça se ressent partout en Israël. Et vous avez également un sentiment identitaire qui est très fort. Pourquoi? Parce que vous avez des juifs qui sont venus de différents pays, Éthiopie, juifs du monde arabe, juifs russes, etc. Si bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai processus d'ethnicisation du pays. Un exemple. En Israël, de 48 aux années 70, la lutte principale en Israël, c'était la défense de l'État. C'est-à-dire de défendre au monde entier qu'on a le droit d'avoir un État en tant que juif. D'accord? L'État en tant qu'institution. Okay. Depuis les années 70, c'est fini. On se bat pour que le pays, pour que la terre soit dite comme juive. Si bien que la revendication israélienne de vouloir considérer que Israël est le pays du peuple juif, ça date pas de l'origine. Ça date d'il y a 20-30 ans maximum. Avant, ça ne demandait pas. Si bien que même encore aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont gênés par rapport à ça. Ça veut dire quoi, le pays du peuple juif? Ça veut dire quoi? Non. Aujourd'hui, la lutte en Israël, elle est sur ce terrain-là. Considérer que cette terre, elle est juive. Si bien que, lors des élections, par exemple, on vote quasiment plus pour décider. On vote beaucoup sur une espèce de lien communautaire, de lien culturel. Les juifs arabes votent pour des juifs arabes, etc. Le troisième point qu'il faut comprendre, c'est que, je sais, on aime bien, en tant que militant parfois, qui défend les droits des peuples palestiniens, on aime bien quand ça sent un petit peu le souffle, on aime bien dire que Israël est une prochaine théocratie, etc. C'est horrible, non, non. Bon. Moi je ne suis pas de ce terrain-là, donc désolé pour ceux qui attendaient de m'entendre dire ça. Aujourd'hui, Israël, certes, il est vrai, il y a une vraie radicalisation de la jeunesse israélienne. C'est un fait. Il y a un vrai retour au religieux, c'est un fait, qui s'accompagne souvent aussi de radicalisme. C'est un fait, je ne le nie pas. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'Israël, ce n'est pas seulement des colons israéliens, au sens de colons de Cisjordanie. Ce n'est pas seulement des gens avec des kippas, avec des fusils prêts à tirer sur les paysans palestiniens. Ce n'est pas forcément que ça. Ouais, pardon, j'avais une photo quand même de juifs éthiopiens pour symboliser le deuxième point, mais ça me fait une petite pause. Là. Non, Israël aujourd'hui, c'est 8,3 millions d'habitants. Parmi eux, 6,5 millions donc, juifs. Et parmi eux, si bien que là il faut comprendre à quel point c'est un pays compliqué, vous avez deux études qui sont sorties ces 2 dernières années, 2 études qui disent ça. La première, elle dit que sur les 75% de juifs israéliens, 20% se disent athées. Et la deuxième étude, qui est sortie il y a 2 mois, elle dit que 65% des juifs israéliens disent ne pas être religieux. En fait, on n'y comprend plus rien en fait. Pourquoi? Parce que, en tant que juif israélien, être religieux, c'était pas comme nous non plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est un petit peu pour combattre le fait que c'est pas si facile que ça et qu'Israël n'est pas une prochaine théocratie en puissance, c'est pas ça l'idée. Mais 50% des enfants israéliens sont scolarisés dans des écoles publiques laïques. 50%. Donc il n'y a pas quand même non plus une volonté de faire que tous les gamins demain deviennent rabbins. Non, c'est pas ça. 20 à 22% sont dans des écoles publiques religieuses et 15% des écoles privées orthodoxes. Et là où je mets une nuance par contre, c'est vrai, c'est que les chiffres des écoles religieuses ont tendance à augmenter. C'est vrai. Il y a une croissance qui est limitée, mais il y a une croissance quand même. C'est vrai. Là-dedans, pour comprendre encore mieux ce qu'est Israël aujourd'hui, lors de mes voyages, j'ai voulu suivre 2 assos israéliennes, qui sont idéologiquement opposées. La première, elle s'appelle Zorot. Zorot, c'est une association de juifs israéliens qui considère que pour qu'il y ait la paix en Israël, entre Israéliens et Palestiniens, il faut que les Israéliens apprennent un Nakba. Donc Zorot s'organise par exemple pour aller dans les rues de Tel Aviv et parler aux juifs israéliens d'un Nakba. Ils font des événements publics, où ils vont dans des villages qui ont été rasés en 1948 pour les remettre au goût du jour, disons. Et face à eux, il y a une association israélienne qui est aujourd'hui le premier mouvement estudiantin israélien, qui s'appelle Im Tirzu, qui veut dire c'est possible, nous le pouvons. Et pour Im Tirzu, eh bien en fait aujourd'hui Israël est en proie à une menace qui conduit à sa mort, carrément à sa mort. Cette menace c'est quoi? En fait c'est vous. C'est-à-dire que pour Im Tirzu, le mouvement BDS, le mouvement antisioniste,
les mouvements intellectuels contre Israël mettent un doute dans la jeunesse israélienne, un doute quand il est à prendre l'arme. Ibn Tirzu considère qu'aujourd'hui, les jeunes israéliens sont trop influencés par les antisionistes, donc ils n'ont plus la flamme du sionisme. Voilà. Ils n'ont plus l'esprit combatif. Ibn Tirzu, par exemple, considère que, comme preuve, quand on les interviewe, quand on demande mais comment vous pouvez dire ça, sur quoi vous basez, il donne deux exemples. Ils disent, bah, regardez, en 2006, on a été au Liban, et bien les jeunes Israéliens, ils avaient peur du Hezbollah. Ils avaient peur d'aller au Liban. Alors qu'avant, on aurait été au Liban, on aurait même été jusqu'à Beyrouth. Deuxième exemple, regardez en 2007, c'est ce qu'il nous dit. En 2007, on est aux portes de Gaza, on a eu peur du Hamas. Alors qu'on aurait dû aller jusqu'au bout. De quoi ils ont peur? On est Israël, on est le pays du peuple juif, etc. Ibn Tirzu, aujourd'hui, c'est le premier mouvement estudiantin israélien. Donc c'est pas 5 mecs dans un amphi, non. C'est un mouvement qui est pris dans chaque fac israélienne. C'est eux notamment qui mènent la fameuse attaque actuellement en Israël, où en fait, c'est un petit peu fou ce que je veux dire, mais ça se passe comme ça, ils envoient des gens dans les amphithéâtres pour regarder si les profs ne parlent pas d'Al-Nakba, ne parlent pas des Palestiniens, ne parlent pas de... En gros, Ibn Tirzu est considéré aujourd'hui par la gauche israélienne comme une espèce de police de pensée, clairement. Malheureusement, moi aussi j'ai constaté qu'Israël aujourd'hui est face à deux problèmes majeurs. Donc désolé de vous décevoir, mais j'ai un doute quand même pour dire que c'est nous ici qui sommes vraiment une menace énorme pour Israël en tant que tel. Non, c'est plus compliqué que ça. La première menace pour Israël, c'est que les jeunes Israéliens, c'est pas forcément qu'ils sont en proie à l'antisionisme, c'est plutôt qu'ils sont en proie en fait au manfoutisme, clairement. C'est-à-dire qu'ils préfèrent être sur leur smartphone et aller draguer des filles sur la plage que prendre des armes et aller combattre les Palestiniens. Donc ils vont faire la guerre, ils vont prendre les armes, mais évidemment sans grande motivation. Non pas parce qu'ils sont antisionistes, mais parce que à l'heure de l'internet, du smartphone, etc., passer 3 ans dans l'armée israélienne, franchement, c'est pas leur grande motivation. Là-dedans, le deuxième danger pour Israël, c'est que au lendemain de 48, les dirigeants israéliens expliquaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ces gens qu'on a expulsés, de toute façon, ben, les vieux ils vont mourir et les jeunes ils vont oublier. Donc ne vous inquiétez pas, on est tranquille. Malheureusement pour Israël, les jeunes ils n'oublient pas. Et ce qu'on voit ici en photo, c'est-à-dire des jeunes filles dans un village palestinien qui manifestent pacifiquement, ça peut paraître bête, mais c'est une menace pour Israël. Parce que c'est une menace pour eux, ça veut dire que les jeunes, même les plus petits, ils vont prendre la relève. Ils ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Et surtout, c'est pour dire à Israël que n'oubliez pas, vous dites que ce pays, c'est le vôtre, mais nous, on est Palestiniens aussi. Et on va vivre ici. Et on n'est pas prêt à partir. L'idée même en Israël, par exemple, d'association palestinienne, c'est un danger. Pourquoi est-ce que Israël va même jusqu'à arrêter des gens qui font de l'associatif en termes de, vous savez, culturel, disons, centre aéré, etc. Ils se font arrêter par Israël, par l'armée israélienne. Ils se font arrêter, ils se font interroger, etc. Pourquoi? Parce que l'idée même que les Palestiniens puissent être organisés, structurés, défendre leur culture nationale, c'est un danger pour Israël. C'est un danger. En tout cas, c'est un danger pour Israël actuellement. Ce que je veux dire, c'est que les dirigeants israéliens actuellement considèrent ça comme un danger, évidemment. Mais l'autre danger également pour Israël, qui se suit d'ailleurs, c'est qu'en 1948, 800 000 Palestiniens ont été expulsés, et il y en a 100 000, 150 000 environ, qui sont restés en Israël. 150 000 Arabes, en 1948, qui n'ont pas bougé. Plein de raisons différentes, mais qui sont restés là. Et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devenir citoyens d'Israël sans rien demander à personne. Sans rien demander à personne. Ils ne le voulaient peut-être même pas d'ailleurs, c'est pas qu'ils le voulaient, mais voilà. Et cette population-là, globalement, de 48 à 68, elle n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gouvernement militaire qui était là, qui les surveillait. Vous imaginez, du jour au lendemain, leurs voisins ont disparu, ils ont été expulsés, il y a eu des massacres à droite à gauche, et en plus ils sont citoyens d'Israël. Donc bon, autant pas trop broncher. Ils ne font rien. Ou alors quelques manifestations évidemment, mais ça reste marginal. Leurs enfants, eux par contre, s'organisent. Années 60-70, en Israël, vous avez les premiers partis politiques arabes israéliens. Moi je préfère parler de Palestiniens d'Israël, mais la presse dit arabe israélien. J'aime pas ce terme. Bon. Les premiers partis politiques de Palestiniens d'Israël qui se mettent en place. Sauf que les enfants de ces enfants-là,
La génération actuelle, elle est toute différente. Elle considère d'abord qu'elle est palestinienne. Actuellement, dans la jeunesse que vous pouvez voir sur les amphithéâtres, dans les universités israéliennes, cette jeunesse qui vit en Israël mais qui est palestinienne, elle ne dit pas qu'elle est israélienne ni qu'elle est... Non, elle est palestinienne. Si bien que le premier acte d'identification à cette culture, à cette identité palestinienne, c'est quoi? C'est que chaque année, dans leur université, ils organisent la commémoration à Nakba. Pour dire aux Israéliens, n'oubliez pas, en 48, vous avez fait ça. Nous, on ne l'oublie pas en tout cas. Ou par exemple, ils sont un peu plus provocateurs. Ça, c'est une jeune fille qui est à l'entrée de Jaffa, c'est-à-dire à Tel Aviv, le jour de la fête nationale israélienne. En gros, c'est comme si le 14 juillet en France, vous aviez quelqu'un qui. Enfin, c'est pas pareil, mais en gros, le 14 juillet en France, la fête nationale, voilà, en Israël, le jour de cette fête nationale-là, vous avez des Palestiniens qui s'amusent à faire ça. Qui se mettent devant un truc qui disent Welcome to Palestine. Bienvenue en Palestine. Mais un des autres dangers pour Israël, c'est que des vieilles personnes qui ont fait la guerre de 48, qui ont combattu, qui sont aujourd'hui d'ailleurs considérés comme des gloires d'Israël, comme ici vous allez voir parler M. Amon Newman, qui était l'un des combattants du Palmar. Le Palmar, c'était une des grandes unités combattantes d'Israël en 48, une des gloires d'Israël. Et bien ces gens-là, aujourd'hui, ils ont gros sur la patate, ils veulent parler. De plus en plus. Et quand ils parlent, ben voilà ce qu'ils peuvent dire. הדברים הנוראים שבמלחמה הם יותר גרועים מהמלחמה הרבה פעמים. דברים יותר גרועים, זאת אומרת, כשנשים נהרגות, ילדים הורגים, כל הזוועות מסביב למלחמה, לא לקרב, הם יותר גרועים מה שהקרבות. זה נקרא מוראות בעברית. לא מאורעות, אלא מוראות המלחמה. דברים הנוראים של המלחמה. מכל הכפרים הערבים, אף אחד מהם לא נלחם. כמעט. באו כל מיני קבוצות מעזה, הם עצמם היו כל כך עניים, כל כך מסכנים, שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? היו להם קרחדנים בתקופת הטורקים אולי. הפריחה של התושבים התחילה כשאנחנו התחלנו לנקות את המסלולים האלה של ליווי השיירות. ואז התחלנו לגרש את הכפריים. ובסוף הם ברחו לבד. הם לא חשבו שהם בורחים להרבה זמן, הם לא חשבו שהם לא יחזרו, אף אחד גם לא העלה על דעתו, שעם שלם לא יחזור, כן? אנחנו גירשנו קודם את זה, ואחר כך התחיל להתפשט לצדדים. לנאג', לסומסום, וזה כבר היה שם יותר מאוחר. בצפון כן היו קרבות, לגבעתי, לנו לא היו קרבות, כן? אנחנו הסתדרנו איתם. הדבר היחיד שקרה להם זה האסון של הנכבה בתש"ח. כיוון שאנחנו לא באנו לקחת את המיסים שלהם, אלא אנחנו באנו לרשת את הארץ מידי זרים. זה היה הבסיס של החשיבה שלנו, לרשת את הארץ. ואנחנו ירשנו את הארץ, ומי שיורש את הארץ מנשל אחרים. ולכן לא החזרנו אותם. זה היה בכל מקום, גם בדרום וגם בצפון, בכל מקום. וזו הנקודה הכי חשובה. אבל הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי. כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. אני יודע שאני חייתי עם הערבים, אני יודע שהיא לא הייתה ריקה. אני בתקופה ההיא לא ראיתי בזה שום דבר רע. כמו שכולם חונכו, גם אני חונכתי לזה. ואני מיליתי את זה בנאמנות, ואם אמרו לי לעשות דברים שאני לא רוצה להזכיר אותם, עשיתי אותם בלי לפקפק בכלל. בלי לחשוב פעמיים. עכשיו אני, לא עכשיו, כבר 50-60 שנה שאני אוכל את עצמי. אבל מה שנעשה, נעשה. זה נעשה בפקודה.
ולזה אני לא אכנס, זה לא... אתה תחזור לספר בפירוט על מה שהיה בכפרים, או אפשר לשאול אותך על זה עכשיו? לא, אין לי מה לספר מה היה בכפרים, לא היה שם כלום. אני אגיד לך, לא מה שהיה מבחינת מה שמצאתם. אני חושב בעיקר החשיבות של המפגש הזה, זה בדיוק שתספר בפרטים את מה שאתה ראית והשתתפת. אז למשל בברר, כשהזכרת מה שהיה בברר. היה קרב, והייתה שחיטה. אז אתה יכול להגיד קצת מה היה? לא, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, עזוב אותי. זה לא דברים שנכנסים אליהם. למה? מפני שאני עשיתי את זה. סיבה? מעניין יותר לדעת מה היה הסיבות לנכבה הזו. למה היסטורית? אף פעם לא גירשו אותם, ואנחנו כן גירשנו אותם. בגלל האידיאולוגיה הציונית. חד וחלק. באנו לרשת את הארץ. ממי יורשים? אם ארץ ריקה לא יורשים מאף אחד. הארץ לא הייתה ריקה, אז ירשנו אותה. כל המפקדים שלנו. הם גם לא ידעו. מי שקבע זה בדרגים הגבוהים. מה עושים ואיך. למה כל החברים שלך לא ראו את זה? למה אתה עם עוד כמה בודדים הגעתם למסקנות האלה? לאחרים לא. לי אין תשובה אחידה לזה. אני חושש שהתשובה האמיתית היא שהיללו אותנו כל כך, וכל אחד שהיה בפלמ"ח חשב את עצמו לגיבור, גם אם הוא לא ראה אף אחד במלחמה, גם אם לא היה במלחמה. הייתה העללה של אנשי הפלמ"ח. כל הארץ עשתה את זה. והם השתכרו מזה. לי אין הסבר אחר. וכל השקפת עולמי, גם לגבי מה שקרה במלחמה, השתנתה לגמרי. ראיתי שזו הייתה הולכת שולל מקוונת של התנועה הציונית. והם עשו את זה בהצלחה. בהצלחה רבתי. Voilà un monument qui témoigne en 2008-2009. Pour terminer, je ne suis pas très à l'aise dans le fait de venir ici faire des conférences, vous donner un portrait qui montrerait un portrait tout noir et vous dire bah, maintenant repartez chez vous et bonne soirée. C'est pas l'idée. L'idée c'est d'abord de vous expliquer que il faut que vous compreniez que lorsqu'on vous dit au Proche-Orient, ça stagne. Processus de paix est dans l'impasse, il ne se passe rien. C'est un mensonge. Tout bouge au Proche-Orient. Parce que la colonisation, elle ne stagne pas. Elle est en mouvement en permanence. Parce que les Palestiniens, eux, ne stagnent pas. Chaque jour, ils essaient de manifester, ils essaient de se libérer, ils essaient de construire, de faire ci, de faire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on comprenne bien que lorsqu'on milite pour la Palestine, lorsqu'on veut en tout cas s'engager pour la Palestine, il ne faut pas regarder l'histoire sur 10 ans, ni sur 15 ans. Il faut prendre l'histoire depuis 48, même depuis avant si vous voulez. La lutte pour les Palestiniens, c'est la lutte pour l'existence. Israël, en tant que mouvement colonial, de politique coloniale, veut non pas anéantir les Palestiniens en tant qu'êtres, je ne pense pas, mais anéantir les Palestiniens en tant qu'entité sociale, disons. Et donc aujourd'hui, le fait par exemple de faire des projets avec la Palestine, de faire des soirées comme celle-ci, où on met le mot Palestine, où on parle des Palestiniens, ça peut vous paraître anodin pour vous, mais c'est un élément de résistance aussi. C'est important de préciser ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en Israël, aujourd'hui, évidemment, vous n'avez pas de millions de personnes dans les rues qui manifestent pour Israël, etc. Mais j'ai toujours du mal à... Ah voilà, ça, excusez-moi. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai envie quand même de vous donner des espèces de bouées de sauvetage pour Israël. Comprendre que la solution d'aujourd'hui, selon moi, en tant que chercheur qui a été là-bas, chercheur qui s'affirme aussi comme étant quelqu'un qui est pour les droits des peuples palestiniens, il n'y a pas de problème pour ça. On peut en débattre, mais je parle en toute objectivité, il n'y a aucun problème pour ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a en Israël des bouées de sauvetage. La première, par exemple, ce sont ces Israéliens qui sont certes pas très nombreux, mais qui, lorsqu'il y a des guerres sur Gaza, des attaques sur Gaza, des massacres à Gaza, manifestent. Ils manifestent au péril parfois même de leur intégrité physique. L'été dernier, par exemple, à Tel Aviv, ils étaient une centaine, ils étaient 200, 300 à manifester contre la guerre à Gaza.
et ils se sont fait rentrer dedans, clairement. Il y a eu des exactions qui ont été commises, qui étaient vraiment violentes, par des militants sionistes, radicaux, etc. Vous avez également, comme bouée de sauvetage, cette fameuse liste judéo-arabe. Lors des dernières élections législatives, il y avait une liste judéo-arabe. C'est-à-dire que les mouvements arabes étaient unis avec le Parti communiste israélien, qui est donc un mouvement judéo-arabe, et ils ont terminé troisième force politique du pays. Donc ils n'ont pas non plus la majorité, vraiment. Ils seront peut-être même pas au gouvernement, évidemment, mais ils nous montrent que eux, en tout cas, ils n'arrivent pas à la faire. Qu'ils continuent à se battre. Même quand ça paraît bloqué de toutes parts, ils continuent à se battre. Que font les Gazaouis au lendemain de la destruction? Ben, ils reconstruisent. Ils n'ont que ça à faire. Ils continuent, ils continuent, ils continuent. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se considérer aujourd'hui comme quelqu'un qui ne peut rien faire par rapport à la Palestine. Non, non. On a tous un acte à jouer, c'est à nous, par contre, de considérer ce qu'on peut faire. Là où j'insisterai par contre, c'est que je ne souhaite pas ici venir pour vous dire que le livre que j'ai écrit là, il faut que vous le lisiez, vous allez tout comprendre. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas de vous dire non plus que ce que j'ai fait au niveau universitaire, ça changera votre vie et ça bouleverse les études qui ont été faites jusque-là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que pourquoi il faut s'intéresser à la Nakba et à 48, parce que c'est le seul moyen, selon moi en tout cas, on va en débattre après, c'est le seul moyen, lorsqu'on débat avec des sionistes ou avec des personnes qui soutiennent Israël, d'abord de leur rappeler une chose, c'est qu'en 48, la terre de Palestine, elle n'a pas été donnée vie tout entière à Israël. Elle a été partagée. Donc s'il y a eu un partage, aujourd'hui il faut accepter ce partage-là. Oui, d'accord, certes, si tu veux, les États arabes ont refusé le partage. Oui, d'accord. En 48, c'est vrai. Oui. Mais il y a eu un partage quand même. Aujourd'hui, le partage, vous ne le respectez pas. Mais surtout, le plus important, c'est de faire comprendre à ceux qui amènent ces arguments pour Israël, de leur dire que, avant 48, en Palestine, vivaient des Juifs, des Arabes, qui étaient musulmans, chrétiens, athées, dans une harmonie relative, ils vivaient ensemble. Et par contre, le professionniste, c'est ça qui a noyé toute cette vie ensemble. Voilà, je vous remercie. J'ai fini.